Et je souhaiterais me concentrer plus particulièrement sur la crise de la Covid-19 et tout le déferlement de fake news, que ce soit sur l'origine du virus, les formes de contagion, le nombre de victimes, les remèdes possibles, les mesures de protection à prendre, des vaccins, etc. Je ne parlerai pas ici d'un autre phénomène tout aussi inquiétant que l'on appelle la fausse science, les revues prédatrices, les conférences prédatrices ou l'accès à l'information scientifique qui est dominé par quelques grands éditeurs comme Elsevier, qui mériterait un autre débat. Je ne parlerai pas non plus des aspects philosophiques, épistémologiques, aporétiques, effectiques, etc. On va se concentrer essentiellement sur l'intelligence économique qui, par l'étude des risques ou au travers de l'étude de l'influence des influenceurs du lobbying, a toute sa place dans ce débat, car les conséquences de cette propagation de fausses informations peuvent être désastreuses. Alors, je vais vous donner un exemple comme celui de manipuler le cours d'une action en bourse. En ce qui concerne une action en bourse, on se rappelle qu'en 2013, il y a eu un terrible choc. En fait, on s'est rendu compte que, que Twitter pouvait être très nocif pour la bourse. Le Dow Jones a perdu 150 points, c'est-à-dire ça représente une capitalisation boursière de 150 milliards de dollars, 150 milliards de dollars, j'ai même du mal à l'évaluer, parce qu'il y a eu un tweet d'Associated Press qui a dit qu'une explosion avait eu lieu à la Maison Blanche et que Barack Obama était blessé. Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les tweets sont surveillés par des outils informatiques, ils le sont encore toujours, mais avec plus de précautions, et des sites de trading à haute fréquence qui réagissent à des mots-clés. Et quand on a la combinaison de mots explosion, Obama et Maison Blanche, ça a été perçu comme pouvant avoir un impact significatif sur la place financière, et des milliards d'ordres ont été retirés des marchés en quelques secondes, ce qui a produit la courbe que vous voyez. Et ça a duré bien 3-4 minutes d'anxiété, et pendant 3-4 minutes d'anxiété, le Dow Jones est tombé et la capitalisation boursière a chuté de 150 milliards de dollars. Voilà, donc vous voyez que ça peut être des conséquences absolument désastreuses. Alors ça sert aussi à déstabiliser, discréditer une entreprise, une technologie, une politique. On peut saboter l'économie d'un pays, d'un secteur industriel ou d'une entreprise simplement. On peut inciter des patients à prendre des traitements alternatifs. On n'y viendra beaucoup plus puisque je connais mieux ce sujet-là. Et puis on peut réaliser des cyberattaques opportunistes simplement en parlant de la Covid, des remèdes, d'un nouveau remède. On est immédiatement attiré par la chose. Alors, en ce qui concerne les causes de ces fake news, elles sont nombreuses. Tout d'abord, les dirigeants occidentaux, ils peinent à comprendre qu'un événement, une guerre, une révolte ou un virus soit imprévisible. Ça paraît évident, mais ils ont du mal à l'admettre. Que le tragique puisse revenir, que les courbes ne se prolongent pas toujours et que les situations les plus archaïques, comme les grandes épidémies, les ruptures de flux de circulation, peuvent encore se reproduire. La position de déni française aussi a contribué à cette prolifération de fake news. On a entendu il ne sert à rien de fermer les frontières, ça sert à rien de porter des masques si on n'est pas malade, de dépister des gens qui ne sont pas gravement atteints, etc., etc. Donc, par charité chrétienne, je dirais, ces erreurs de communication ont entretenu une méfiance populaire. Dans le sens, comme Jacques Dutronc le disait, on nous cache tout, on ne nous dit rien, d'où la séduction des explications alternatives non officielles qui ont émergé. Et puis, le coronavirus pose aussi, pour les dirigeants, un problème de vérité idéologique.
La pandémie a créé quelques désillusions. L'Europe protectrice, la mondialisation irrésistible est bonne, l'ouverture et la fin des frontières, la ringardise de l'État-providence, l'inutilité de l'État-nation qui protège, les flux tendus, la communication de tous avec tous, l'économie avant tout cela s'effondre dans une partie de l'opinion. En cause aussi le rôle des médias. Capter les flux d'informations pour augmenter l'audience et les recettes publicitaires, c'est pas nouveau. Les fausses nouvelles étant a priori plus surprenantes que les nouvelles avérées, elles créent du buzz, elles attirent le chaland. La tendance aussi des journalistes à mettre face à face des interlocuteurs déséquilibrés, c'est-à-dire que chaque camp est représenté soit par un expert, soit par un faux expert, et en fait ça revient à dire implicitement que leurs positions se valent, ce qui n'est pas du tout le cas. Les médias entretiennent la confusion sur les débats, par exemple, sur la chloroquine, la vérification, la représentativité des échantillons testés, par exemple. Le fait aussi que les professeurs Raoult ou Montagnier, prix Nobel, je le rappelle, émettent des thèses controversées et qu'une partie de la communauté scientifique se dresse contre, n'aide pas à bien distinguer ce qui est scientifique de ce qui est fake news. Cette complexité n'excuse pas la prolifération des thèses douceuses, mais ça l'explique en partie. Les scientifiques eux-mêmes sont en cause. Le doute qui devrait faire la force des scientifiques représente aussi leur faiblesse dans l'époque que nous traversons. Par nature, les chercheurs sont rarement affirmatifs. L'aporie est de mise. Ils peuvent donc paraître peu convaincants. Ils sont souvent aussi de mauvais communicants face à des journalistes aguerris. Et en fait, l'autorité qui est censée énoncer le vrai, c'est-à-dire la science, la médecine, l'expertise, les statistiques de chômage ou de criminalité, de procédures d'établissement des faits, des récits de crise, des guerres et événements politiques, tout ça est en crise. Il y a un régime de vérité qui chancelle, tout cela s'ajoute à des phénomènes déjà bien repérés, on doute de l'efficacité des vaccins, la dangerosité de tel ou tel produit, du réchauffement climatique, les médecines alternatives, etc. Il s'agit sinon d'une remontée d'obscurantisme, du moins d'une dévaluation de l'autorité scientifique. Alors en cause aussi les failles de la médecine conventionnelle. Alors j'en veux pour preuve un article un cahier spécial que l'Université Paris-Descartes a fait. C'est un cahier de 32 pages. Il suffit d'aller sur Google et puis de taper cahier de l'Université Paris-Descartes fake news et vous arriverez sur ce document qui est très intéressant. Et en fait, avec la montée des propositions alternatives sur la santé, le bien-être, pardon, je reviens, voilà, les montées des propositions alternatives, la santé, le bien-être, nous avons assisté ces dernières années à un glissement, d'abord vers une contestation de la médecine, puis aujourd'hui quasiment à la construction d'un système de santé bis qui draine des milliards d'euros, avec tous les risques que cela comporte d'embrigadement des plus fragiles et surtout de retard au diagnostic et aux soins, avec parfois des conséquences dramatiques. La médecine conventionnelle est jugée parfois trop technique, le manque de médecins dans certaines régions où les rebouteux en tout genre ont la voie libre, l'accès facile à une information massive et sans filtre. Il suffit de taper qu'est-ce que vous pensez de tel cancer, comment on peut le soigner, vous avez des milliers de réponses qui ne sont pas certifiées sur Internet. Donc c'est pour ça que Paris-Descartes a publié ce document qui permet à la fois de sensibiliser les étudiants, mais aussi les enseignants et bien sûr les chercheurs. Là, en cause aussi, les statistiques utilisées dans la recherche. Alors étant biostatisticien aussi, je dirais, les statistiques sont souvent perçues à tort comme un moyen de se débarrasser de l'incertitude, alors qu'il s'agit en fait plutôt de quantifier le degré d'incertitude.
Aucun seuil statistique ne peut définir à lui seul le succès ou l'échec d'une expérimentation. Et cela a été rappelé dans un article où 800 statisticiens et scientifiques ont publié un texte, c'est dans la revue Nature, et pourtant, dans 96% des publications biomédicales de sciences de la vie, on trouve ce genre d'expérimentation. Je me rappelle quand j'exerçais à Paris-Descartes en biostatistique, il y a une trentaine d'années, hein, donc c'est pas récent. À l'époque, on n'utilisait que le test de Student, quelle que soit la mesure, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'échelles de dépression de Hamilton avec des items 1, 2, 3, 4 qu'on quantifiait, et on faisait des tests de Student pour départager de groupes. Et on ne faisait que du 5%. Aujourd'hui, on a des tests qui permettent d'avoir des options plus poussées que le simple seuil de 5%. Je rappelle que si on dit que on passe une échographie, c'est un peu comme un test, quand vous faites une échographie obstétrique et que vous voyez une petite virgule, vous dites c'est un garçon. Quand vous ne voyez rien, vous ne savez pas. Ça peut être un garçon ou une fille. On n'en sait rien parce que, en fait, on ne sait pas si en prenant une loupe, on voit quelque chose, on ne voit rien. Si en prenant un microscope ou un microscope électronique, on ne verrait pas mieux. Donc, on est dans le doute, en fait. Et quel que soit le test statistique choisi, un scientifique ne devrait pas définir un seuil qui serve de raccourci vers une conclusion, en noir ou en blanc. Pour ces experts, les scientifiques, pour les 800 qui ont signé cette pétition, les scientifiques doivent adopter l'idée du gris statistique. Quelle est la qualité de vos données? À quoi ressemble votre plan d'étude? Avez-vous une compréhension du mécanisme sous-jacent? Les gens attendent de la science des réponses claires. Donc le public attend des réponses claires, par oui ou par non. Ils veulent savoir si une expérience a trouvé quelque chose, même si ce n'est jamais vraiment le cas. Il y a toujours de l'incertitude dans les résultats scientifiques. Une autre cause, c'est le numérique. Alors les réseaux sont le lieu de l'alerte incessante. On est alerté sur le gluten, sur les ondes, les compteurs Linky, la 5G, le glyphosate, les vaccins, la lactose, nouveaux produits cancérigènes, pardon. La peur vaut souvent autorité. Il est par nature donc favorable à la contre-information et à la contradiction. Chacun est censé pouvoir aller aux sources et aux témoignages, comme en direct d'égos que l'on présume sincères. Ce n'est pas toujours le cas. Les algorithmes aussi des moteurs de recherche tendent à mettre en avant des informations correspondant à nos recherches précédentes. Alors ça renforce ce que l'on appelle nos biais de confirmation. Les informations sont recommandées aussi poussées, que ce soit par une personne que nous présumons nous ressembler ou par un algorithme qui prédit ce qui nous conviendra le mieux. Donc ça, c'est un biais important. Et puis, nous-mêmes. Alors nous-mêmes, l'époque, ça permet à chacun d'étendre le champ de son opinion et de fantasmer son expertise, mais de nombreux biais cognitifs nous empêchent de bien comprendre des raisonnements basés sur les probabilités. Par exemple, un faible taux d'erreur de quelques pourcents sur la détection d'une maladie rare donne peu de risque de rater un vrai positif, mais beaucoup de fabriquer de faux positifs. Notre cerveau dresse toutes sortes d'obstacles à la vérité. Nous interprétons et sélectionnons en fonction de biais cognitifs, on trouve des corrélations douteuses, nous les acceptons, nous les refusons, et surtout des faits avérés ou des arguments, et ce en fonction de critères sans rapport avec leur crédibilité objective. Il existe des listes entières de biais, les biais de confirmation, de croyance, d'ancrage, d'amalgame, de conformité, d'angle mort, d'optimisme, de pessimisme, de statu quo, d'illusion de contrôle, de possession,
de disponibiliser de l'information, etc., etc. Les psychologues pourraient nous en faire des listes infinies. Et en fait, nous ne vivons pas tous dans la même réalité. Nos divergences proviennent de nos modes de croyance et d'interprétation, et ça produit des fractures binaires entre pro et anti. Et chaque camp accuse l'autre. D'un côté, ceux qui adhèrent aux explications des médias, des experts, des dirigeants, et d'un autre, ceux qui soupçonnent un déni de réalité, qui cherchent une explication alternative et se persuadent que le système nous ment. Non seulement les deux camps ne croient pas la même chose, mais ils n'acceptent pas le même système d'accréditation du vrai. D'autre part, il se crée un cycle de la réaction et de la méfiance, voire de l'interdiction. Plus on dénonce les fake news, plus se creuse le fossé entre deux fractions de la population. Alors, comment repérer les fake news? Il existe énormément de ressources en ligne pour repérer les fausses informations. Il existe même une discipline universitaire. Alors, je vais essayer de la trouver. Pardon. Voilà. Ça s'appelle la zététique, ou l'enseignement du doute. Et vous voyez que c'est enseigné, par exemple, à l'université de Sophia Antipolis. Esprit critique es-tu là? Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Donc vous avez des séminaires pour les licences en première, deuxième et troisième année, et il y a des unités de valeur, et cela s'appelle la présentation de l'art du doute. Donc vous voyez qu'il faut quand même être... il y a quand même des gens qui s'intéressent à ces fake news depuis longtemps. N'oublions pas que des centaines de modérateurs, de chercheurs ou de journalistes passent leur temps et toute leur journée à faire ça. Certains sont équipés de logiciels très sophistiqués. Il existe même des logiciels dopés par l'intelligence artificielle pour lutter contre les deepfakes, c'est-à-dire les trucages les plus sophistiqués de vidéos. Bref, si quoi que ce soit vous semble suspect, il y a de bonnes chances que quelqu'un qui ait fait le travail de vérification pour vous, en y consacrant certainement plus de temps et de moyens que vous ne pourriez le faire. Alors, il y a dans ces dispositifs de fact-checking, il y a des fautes un peu partout, il manque un C. Il y a le Décodex du Monde, il y a Check News de Libération, il y a TinEye ou Google Image pour faire de la recherche d'images inversées, si on veut le faire soi-même, Photo Forensics pour les clichés qui ont été retouchés, Hoaxbuster, c'est plutôt spécialisé dans les rumeurs, et puis chaque journal, chaque média en fait, que ce soit la presse, la télévision ou la radio, ils ont tous une petite émission. Donc il y a le Fake-Off de 20 minutes, il y a le vrai du faux sur France Info, des intox sur Arte, Factuel sur TF1, les observateurs de France 24, etc. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui a été grossièrement truqué, c'est probablement repérable. Alors, point suivant, comment se faire une opinion sur un article scientifique? Alors ça, c'est fondamental, et ça, c'est vraiment de l'éducation. Je vais vous montrer un article, voilà, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle « Trou noir au centre de la Terre ». Et en fait, un trou noir caché au centre de la Terre relie un mystérieux ADN sombre aux molécules d'eau et aux êtres vivants. C'est la thèse d'un article qui a été écrit par 13 scientifiques et paru dans une revue scientifique officielle. Bien sûr, c'est un canular, mais le charabia de l'article ne laisse pourtant aucun doute sur son caractère grotesque, on a dit. Alors voilà, l'article, il est paru sur le Macedonian Journal Medicine Science,
et qui est quand même un organe important, qui est très bien coté. Et en fait, quand vous regardez cet article, ben, vous avez tous les ingrédients d'un véritable article. Donc, vous avez des tas de gens que vous pouvez d'ailleurs retrouver. Hein. Là, il indique qu'ils l'ont retiré. Et puis, vous avez un abstract, vous avez une introduction, voilà, vous avez des références sur le changement de l'ADN, sur cet ADN dit noir. Vous avez ensuite des tas de choses qui proviennent d'un mélange de tout un tas d'autres articles, comme vous pouvez le voir, mais ça paraît très sérieux quand même, et même les mathématiciens sont comblés qu'il y a une série de... Alors, comment se faire une opinion? Alors, si vous êtes du domaine, alors celui-là est grotesque, hein, particulièrement, que vous sachiez ce que sont la théorie des supercordes, le théorème de Calabi-Yau ou des choses de ce genre, dans les espaces à n dimensions, les trous noirs, etc. Ou que vous soyez un spécialiste de l'ADN, vous vous rendez compte tout de suite qu'il n'y a pas de lien, que c'est stupide. N'importe quel géophysicien vous dirait que c'est une aberration. Mais ça paraît quand même très poussé, vous voyez. Donc, pour revenir à cela, en fait, il faut d'abord regarder l'identité des auteurs. La date de l'étude. La date de l'étude, ça permet de comprendre si ça a été fait il y a très longtemps et où il y a eu de nouvelles choses depuis, ou si c'est un article très récent qui innove. L'identité des auteurs, on verra tout à l'heure comment, les conflits d'intérêts, le peer reviewing. Les conflits d'intérêts, c'est par exemple si quelqu'un qui parle de vaccin, il est sponsorisé par un grand laboratoire pharmaceutique. Les conflits d'intérêts, aussi, ça s'applique à peu près à tous les domaines, pas seulement le médical. Le peer reviewing, c'est tous les grands journaux et les sites internet scientifiques sérieux, ils font appel à des comités de relecture. Donc, il s'agit de panels de scientifiques qui sont triés sur le volet pour leur esprit critique. Pardon. Et leur rigueur et leur connaissance du sujet en question. Et en fait, ils sont chargés de relire, de vérifier et d'approuver un article avant qu'il ne soit publié. Donc, on a vu, par exemple, que pour certaines revues, ça peut paraître bidon. Et quand je parlais des revues prédatrices, ça veut dire qu'il y a des revues qui vous demandent 1000 ou 5000, 2000 à 5000 $ pour publier, et des revues scientifiques. Et une fois que vous avez publié, vous avez un article qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a été cité. Et donc après, comme il est repris dans des index de citation, forcément, vous apparaissez, plus il paraît dans 15, 20 ou 30 revues dites scientifiques, et plus il sera cité sur Google, et plus il sera en tête. Donc, si vous avez un message à faire passer, ces revues prédatrices sont un très bon support. Alors, l'impact factor, c'est un score qui dépend du nombre de citations, donc, dont un papier fait l'objet sur les 2 dernières années et du nombre total d'articles citables dans cette même durée. Donc, si la pertinence est discutable, ça reste un bon moyen de se faire une idée du poids d'un journal. On peut trouver ces impact factors directement dans Google. On considère habituellement qu'avec un impact factor supérieur à 5, le journal commence à être très sérieux. À 8, on arrive à des journaux de référence présents dans les 3 meilleurs pourcents. Au-dessus de 10, on trouve un club très fermé de journaux spécialisés qui font référence dans le monde entier. Par exemple, les références absolues que sont Nature, Science, Cell, donc Nature 41,6 impact factor, Science 37,2 et Cell 36,2.
Donc, ça veut dire qu'ils sont lus et cités par un grand nombre de journaux, eux aussi très influents tous les jours. Alors, il y a d'autres index, le I10, l'index I10, c'est le nombre de papiers cités plus de 10 fois dans un journal et qui représente donc le nombre d'articles à succès dans un journal. Alors après, il faut voir la structure d'un papier scientifique que les anglo-saxons appellent IMRAD. Un papier scientifique est toujours en anglais. L'anglais est la langue officielle en sciences. Et ils ont toujours cette même structure. I pour introduction, M pour matériel et méthode, et R pour results, and, et le A, discussion, discussion. Donc, en fait, quand on regarde la documentation et les citations, dans un papier scientifique, chaque affirmation doit être justifiable à l'aide d'un autre résultat. C'est pour cette raison que les papiers scientifiques mentionnent souvent des bibliographies en plus de plusieurs pages. Le périmètre de l'étude. C'est très important de garder à l'esprit que le périmètre de l'étude. Beaucoup d'études passent par une phase de test sur des animaux, par exemple, et lorsqu'on annonce que tel ou tel nouveau médicament a été efficace à 80% lors d'un test sur des rongeurs, il reste un pas de géant avant de pouvoir le transposer cela à l'humain. Mais évidemment, les journaux vont s'en emparer tout de suite. Et donc, ça fera du buzz, et donc on pourra vendre de la publicité autour. Alors, la réplicabilité, les groupes de contrôle, le premier point à vérifier est la réplicabilité d'une expérience. Si une expérience ne peut pas donner les mêmes résultats à partir des mêmes conditions initiales, alors ces conclusions n'ont aucune valeur en théorie. Alors, par exemple, la mémoire de l'eau, c'était pas reproductible, les expériences du professeur Benveniste. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau quantique, on n'en sait rien. En tout cas, c'était pas reproductible dans les conditions qu'il avait énoncées. Le jargon. Le jargon, c'est très important. Lorsqu'un chercheur qualifie un résultat de significatif, ça veut dire qu'il considère que ce résultat a une importance particulière dans l'étude, et souvent, il s'agit d'un point clé du raisonnement. Comprendre quels points sont significatifs ou quels points ne le sont pas, ça aide à cerner l'étude. Et puis les adjectifs qualificatifs. Méfiez-vous quand on parle d'un résultat qui est bon, important, mauvais, au lieu de fournir une quantification précise et de le comparer. Ça n'inspire pas confiance. Les chiffres, c'est très difficile de donner des conseils de lecture pour les chiffres et les graphiques. On peut se rapporter à l'abstract ou à la discussion. Ça veut dire qu'en général, l'équipe de recherche a déjà fait le travail de synthétiser les données importantes et les peer reviewers, celui de valider cette synthèse. Alors, comment accéder à des publications scientifiques? Il faut noter que la plupart des maisons d'édition scientifiques protègent jalousement un contenu qu'elles facturent aux institutions pour des sommes conséquentes. Pour cette raison, la plupart des revues majeures nécessitent une souscription et c'est un coût souvent bien supérieur à celui d'un magazine classique. Et cette situation a conduit certains à former des bases de données d'articles scientifiques gratuites au nom de la liberté d'information. Il faut bien préciser que même si certaines sont utilisées quotidiennement par une grande partie de la communauté scientifique, la plupart de ces plateformes restent illégales. Pour autant, pas de panique, la science gratuite, ça existe encore, notamment grâce à Internet. Pour cela, il suffit de vous armer du titre du papier, du nom d'au moins un chercheur et du Digital Object Identifier, le DOI, que vous pouvez trouver sur Crossref ou sur la page qui présente l'article. Une fois que vous avez en possession ces informations du papier, vous pouvez commencer à le chercher. Et on le cherche dans quoi? Eh bien, dans Google Scholar. C'est une plateforme très utile pour accéder à la publication scientifique. La base de données, elle est immense, mais tous les articles référencés ne sont pas forcément gratuits ou en accès libre. PubMed Central, c'est la même chose. C'est l'Institut national de la santé américain.
Et si la publication que vous cherchez traite de médecine, de biologie ou d'un autre champ analogue, il y a de fortes chances qu'elle soit accessible sur PubMed. Science Open, c'est un agrégateur de contenu scientifique, c'est très bien fait et parmi les plus fournis de la liste. Le DOAJ, c'est un site complètement légal qui est fondé par des sponsors et certains éditeurs. Il est gratuit, très facile d'utilisation et permet une recherche par mots-clés très pratique. OpenBase Button, c'est une autre plateforme populaire et légale. Elle est créée par des étudiants. Lorsqu'on recherche un article qui n'est pas disponible, OAB a la particularité d'envoyer automatiquement une requête à l'auteur de l'article pour qu'il vous le mette à disposition. Alors, il existe également des plateformes pirates. La plus célèbre, c'est Sci-Hub. Elles sont bien sûr illégales. Elle est interdite en France, donc quand vous voulez y accéder, il faudra prendre un VPN. Elle est régulièrement l'objet de nombreuses poursuites pour non-respect des droits d'auteur, notamment de la part du géant Elsevier. De la même façon, il y en a d'autres, il y a Library Genesis, Unpaywall, qui sont très populaires. Beaucoup de chercheurs, je le sais, les consultent, mais elles sont totalement illégales. Pour terminer, donc, je vous réfère à quelques sources. Donc, il y a 2 livres que vous pouvez lire si ce sujet, en plus du dossier que j'ai cité de l'Université Descartes, c'est un dossier qui s'appelle Fake News, qui est un livre de François-Bernard Huyghe et qui est paru cette année, qui a été mis à jour avec la pandémie de coronavirus. Quelques articles qui sont là, on pourra vous envoyer cette liste, il n'y a pas de souci. Et puis, un deuxième livre qui est Factfulness, c'est sous-titré « Penser clairement, ça s'apprend ». Et c'est véritablement une mine pour savoir comment notre cerveau crée des biais et des biais cognitifs et qu'est-ce qui fait que les fausses informations se propagent aussi vite. Et puis, tous ces articles sont issus de Science et Avenir, de l'Express, de la revue Contrepoint, du Journal du Geek, qui a fait un article très intéressant sur la statistique, les Échos. Donc, je vous invite à consulter ces différents ouvrages. Voilà, j'en ai terminé. Formidable. Je pense qu'on pourra vous partager la présentation. Merci beaucoup, Toussaint. Il y avait un certain nombre de questions, des remarques et des questions que je vais relayer, mais n'hésitez pas tous à les poser au fur et à mesure, et puis on va entamer la conversation. Alors, une première remarque était effectivement de faire bien attention, un point qui était soulevé, de faire bien attention aux graphes. Comment est-ce que les échelles, quelles sont les échelles? Est-ce qu'on est sur des échelles linéaires, des échelles logarithmiques? Où sont les points de départ? Est-ce que c'est un point de départ à 0 ou pas? Ce type de choses-là. Après, il y a des questions. Une question qui est: que penser de ResearchGate? Alors, personnellement, je n'ai pas d'opinion. Si quelqu'un peut... J'utilise. Oui, bonjour. Oui. Stéphanie Gasset, j'ai posé cette question, donc je fais on prend la responsabilité. Non, c'était parce que c'est nouveau pour moi, cette notion de portail scientifique qui n'est pas légal. Donc ça, j'avais pas. Après, moi, je suis pas du tout dans le domaine de la médecine, je suis plutôt en méca, matériaux, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, alors ResearchGate, c'est un agrégateur, il me semble plutôt. Et on peut, avec une mise en relation avec les publicateurs. Donc, à ce moment-là, j'aurais le réflexe de penser que c'est sain, on va dire, je ne sais pas si le mot est correct, puisque on a une personne physique réelle de laquelle on peut vérifier le pédigré, etc. Et estimer la valeur d'échange. Voilà.
En fait, la complexité, enfin, je vais rebondir moi du coup, parce que moi, il m'arrive de faire quelque chose qui, alors, n'est pas légal, mais que je considère comme relativement fiable, c'est de demander à des contacts, notamment travaillant, moi je suis consultante indépendante, et donc je n'ai pas accès à une partie des publications scientifiques dont parfois j'ai besoin. Or, j'ai des contacts qui, eux, ont accès. Ça pose un problème au niveau du droit, notamment des droits de publication, mais c'est un sujet qui fait l'objet d'un débat actuellement, même dans le monde scientifique, puisque une partie des publicateurs, comme Elsevier par exemple, ont une sorte de monopole, de business model, de monopole sur ces questions-là. Donc, c'est effectivement une question d'argent. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que, quand même, moi j'ai des contacts dans différents labos de recherche, en général, quand ils m'envoient un papier, je considère que c'est une source d'information fiable. Est-ce que je vous incite à faire de même? Publiquement, évidemment pas. Mmh. Oui, ouais, c'est clair, c'est tout à fait le genre de situation. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez en fait OAB, Open Access Button, fonctionne très bien. Et donc, si vous avez repéré un article, par exemple, sur les nanomatériaux qui vous intéressent, vous pouvez écrire directement à l'auteur à partir du moment où vous avez trouvé l'auteur du document par OAB. En général, si c'est une publication sur quelque chose de très très précis, il vous répondra, il vous l'envoie. Et il faut savoir quand même que dans ce qui est parfaitement illégal, c'est de mettre à disposition sur un site l'information, évidemment d'aller le consulter et de le republier, c'est du recel, mais rien n'interdit à l'auteur d'un document, même si Elsevier en a racheté les droits, de vous envoyer par mail. Et en plus, il y a en droit le secret des correspondances qui interdit que qui que ce soit vous fasse grief de ce que vous lui avez envoyé par mail. Donc, vous êtes protégé, au moins au niveau européen, sur ces points-là. Je sais que c'est un vrai sujet, mais c'est malheureusement Elsevier fait de très nombreux procès à tous ceux qui publient sans son autorisation des articles, et notamment des journaux, c'est-à-dire que les journaux doivent payer quand ils citent des articles qui sont parus dans une revue qui appartient à Elsevier. Voilà. Il y avait Stéphanie, vous aviez une autre question qui était intéressante, et puis ensuite je relayerai celle d'Isabelle, ou Isabelle, tu pourras la poser peut-être. Sur le lien, celle que vous aviez posée, que j'aimais beaucoup, sur le lien entre les publications scientifiques et la diffusion. Oui, ça c'est en réaction à votre propos, Monsieur Copolani, c'est que je trouve que il me semble que c'est récent, ce passage très rapide entre des publications scientifiques, et je précisais notamment parfois même pas revues par des pairs. Alors, il y a deux questions dans mes questions. Comment est-ce possible qu'une publication qui n'a pas passé le stade encore final de revue par les pairs puisse fuiter, entre guillemets? Et deux, comment se fait-il qu'autant de publications scientifiques soient relayées dans les journaux avec une grosse perte en ligne? Pourquoi est-ce que c'est une mode et voilà, donc il y a deux questions. C'est simplement un phénomène d'aubaine pour les journaux. De la même façon que, alors il n'y a pas que les publications scientifiques qui sont atteintes, il y a également par exemple le monde judiciaire, il y a le monde politique, hein, on révèle des informations sur des hommes politiques tous les jours. Et donc autrefois, ça prenait un certain temps. Il n'y avait qu'un organisme, en France essentiellement le Canard enchaîné, qui publiait des choses. De nos jours, n'importe qui peut faire une dénonciation anonyme, mais n'importe qui peut mettre aussi, s'il y a un membre d'un comité de relecture, ou s'il y a l'un des juges en charge, ou un greffier, qui a appris quelque chose, il peut avoir cette facilité de dénonciation. Et puis, pour qu'il y ait une fake news, il faut que... Alors, ça peut être d'abord, ça peut être une vraie news. Hein. Ça peut être de vraies news. Ça peut avoir un fond de vérité. Mais il faut qu'il y ait un public. Et le public
en fait, il est créé parce qu'il y a des gens qui vivent de ce public. Et les journaux, les médias. Donc, ça les alimente. Donc, il y a tout un système et un business qui se fait autour de ces publications. Alors, ce sont des fuites quelquefois par les scientifiques eux-mêmes, parce qu'ils vont dans des salons, ils parlent beaucoup, hein, on apprend beaucoup dans les salons. Si vous vous intéressez notamment, moi je m'intéresse beaucoup aux nanotechnologies, si vous vous intéressez aux nanomatériaux, eh bien, il suffit d'aller alors maintenant c'est plus difficile avec la Covid-19, mais si vous allez dans des salons lorsqu'on pourra le faire à nouveau, il suffit d'écouter, de parler avec les représentants et les chercheurs, et vous savez quasiment tout de leurs recherches, parce qu'il y a un effet valorisant à en parler. Dans Factfulness, vous avez la psychologie du chercheur. Par essence, il est fier de ce qu'il a découvert, donc il a une petite propension à divulguer ce qu'il fait. Et puis, il y a tout un environnement économique qui fait que il y a des gens qui vont tirer parti de l'information. Une question, si je peux juste rebondir. Bon, d'abord, ça pose la question de la déontologie. Bon, mettons, voilà. Oui. Mais l'autre question, c'est effectivement, moi, ma question derrière, c'est comment ça se fait que ça attire un public, et je précise que ce qui fait peur, etc., attire un public, bon, c'est connu, j'allais dire, d'une certaine presse, ok. Mais comment on en vient à ça, au sensationnalisme, dans le domaine scientifique? Parce que, je vais apporter une opinion peut-être, enfin, justement, je fais partie du USF Pays de la Loire, et moi, j'essaie vraiment je lutte pas contre, je milite pour autre chose. Je trouve que c'est comme si la science avait perdu de son intérêt auprès du public et cherchait à l'obtenir d'une autre façon. Et je pense que faut absolument éviter ça, en fait. Donc, à mon sens, s'il y a recherche de sensationnalisme, si c'est ça, c'est dommage et il faut absolument faire autrement. Et surtout, comment est-ce que ça marche? Parce que si les journaux continuent, alors est-ce que c'est que ça leur fait gagner du public? Et alors que moi, personnellement, si je dis quelque chose, je suis peut-être pas représentative, c'est une cause d'éviction pour ma part d'une publication, si elle n'est pas sérieuse ou si elle relaye ça. Alors comment ça fait que ça marche? Ça marche. C'est un phénomène, Jean-Michel pourrait peut-être l'expliquer davantage que moi, mais c'est un phénomène qui est en psychologie, qui est connu en psychologie, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous ressemblent, donc le système fait qu'on pousse vers vous les gens qui ont un peu la même opinion que vous, et donc ça crée, et il y a par rapport à tout cela, il y a des prédateurs à côté qui ont un effet d'aubaine, c'est-à-dire qui vont faire du sensationnalisme, qui vont le monter en épingle. Bon, on parlait d'une découverte d'eau sur la Lune. Bon, il y en a qui ont dit il y a de l'eau, mais il y a un monolithe noir sur la Lune en même temps. Donc, on fait référence à 2001, Odyssée de l'espace, et en même temps, il y a toute une fraction de la population qui le croit possible. Il y a des gens, on vit dans des réalités différentes. Et dans les pros et dans les antis, ils ne sont pas dans la même réalité. Et je pense que c'est ça qui crée cette distorsion. Et les scientifiques, par essence, ils n'ont pas des positions tranchées. Les vrais scientifiques, ils vous disent, j'ai trouvé quelque chose avec 5% un seuil de 5%, ça veut dire que c'est probable, mais on n'en est pas certain. Et ils doutent. Et comme ils doutent, ils sont pas vus comme de bons communicants. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que ce que j'écrivais, je pense que les sciences, c'est pas les bonnes réponses, surtout pas, c'est les bonnes questions.
Et voilà. Mais ça marche, ça intéresse les gens. Moi, pour le faire, et plein de monde le font. Après, la question aussi, je sais pas si vous avez, je pense qu'il y a un point à partager ensemble. Il y a un problème de droit de suite, c'est-à-dire que moi, j'ai observé un phénomène et je l'ai partagé. Je peux pas le quantifier, il faudrait que j'arrive à le faire. Aujourd'hui, dans la quantité d'informations qu'on a, énormément, c'est sur un événement qui va arriver. On en parle beaucoup avant, énormément, un peu pendant et très peu après. C'est-à-dire que moi, je suis en recherche d'émissions qui sont sur des droits de suite, pour justement montrer les faits. Je trouve qu'un public peut valoriser est-ce que ce qu'on m'a dit, et le temps est un très bon filtre, en fait. Voilà, bien sûr, on est dans une société où je pense que ça, c'est l'autre gros problème, le rapport au temps. Parce que des amis journalistes qui ont lancé il y a quelques années un média qui s'appelait L'Imprévu, qui s'était donné pour vocation de justement faire ça. C'est-à-dire d'être un média du temps long, plus long, et un média du droit de suite. Et ils l'ont sans doute lancé un peu tôt. C'est des gens qui sont tous globalement issus de ce qu'on appelle aujourd'hui le data journalisme, donc qui ont une double formation journalistique et un petit peu de design et de technique. Des gens qu'on va retrouver sur un média aujourd'hui qui s'appelle Data Gueule, par exemple, ou des choses comme ça. Et ils ont du mal à trouver un modèle économique parce que clairement, on est aussi bombardé on est nous-mêmes assez peu clients du droit de suite. On en a envie, bien sûr, mais on n'en a pas toujours le temps ou la disponibilité. Merci pour la référence, ok. Ouais, je vous partagerai les détails. Isabelle, tu avais une question peut-être que je vais te laisser poser. Puis je pense que Jean-Michel va avoir des choses à dire aussi, ou Jean. Je suis étonnée que Jean ne dise rien. Ma question était liée au fact-checking qu'a mentionné Toussaint. Ma question est, est-ce qu'il suffit de se qualifier, de s'auto-qualifier de fact-checking pour être fiable? Alors, non. Non, parce que même dans le fact-checking, il y a des prises de position. Alors, je prends l'exemple du professeur Raoult, parce que c'est le plus flagrant dans cette crise de la Covid-19. En fait, quand on regarde le traitement, en tant que biostatisticien, je dois dire, cette étude n'est pas une bonne étude parce que il n'y a pas assez de patients, le plan d'expérience ne se fait pas contre un groupe témoin, etc. Donc, pour moi, ça n'est pas une étude. Il n'y a pas d'étude sur l'hydroxychloroquine produite par le professeur Raoult, même si je dois reconnaître que c'est une sommité scientifique. Mais son publication d'études ne vaut rien. Ça, c'est l'opinion du biostatisticien. Mais, parce que il y a toujours un mais, quand je l'écoute parler sur un plateau de télévision, il ne dit pas je fais de la recherche, quand il dit je soigne. Donc, il est tout à fait habilité à un produit qu'il connaît bien, il l'a étudié pendant des années, la chloroquine, donc il est tout à fait fondé à dire qu'il a remarqué que la plupart du temps, ça fonctionnait. Alors, c'est quelqu'un d'assez charismatique, il passe bien, il est un très bon communicant. Ce que je crains, c'est qu'on n'en parle plus dès que la crise sera terminée, on n'en parlera plus. Il n'y aura pas de droit de suite. Et il te retombera dans les oubliettes de l'histoire, probablement. Mais sur le moment, ça a fait beaucoup de fact-checking. Alors donc, on a vu des gens qui ont pris position contre le professeur Raoult ou pour le professeur Raoult, selon ces deux angles de vue.
C'est-à-dire, si vous prenez l'angle de vue strictement scientifique, mais pas médical, parce que si vous prenez l'angle de vue médical, il est en raison de le faire. Si vous prenez l'angle de vue scientifique de biostatisticien, de chercheur, non. Et lui-même le dit. Il dit, je ne fais pas de la recherche, je soigne des gens. Donc, le fact-checking, là, a été partisan. Et tout ce que l'on a vu dans les débriefings sur le sujet, ont montré qu'il y a, alors en plus il y avait des gens qui le trouvaient sympathique, hein, les gens du Sud comme moi, ils le trouvent plutôt sympathique. On dit c'est pas les élites parisiennes, les bobos parisiens qui sont qui sont dans leur sphère, qui n'ont jamais été sur le terrain, parce qu'on imagine que le terrain forcément c'est mieux dans une université marseillaise, on est plus près du contact que dans une université à Paris, ce qui n'est pas le cas. C'est pas plus le cas à Paris qu'à Marseille, mais forcément il est plus sympathique. Tout cela, ce sont des biais dans le livre Factfulness qui sont très très bien décrits. C'est des biais. Je dirais que c'est de la psychologie de bazar. C'est des choses élémentaires en psychologie. Jean-Michel pourrait nous en dire. Oui, enfin, très rapidement, parce que le temps passe et je préfère que ce soit nos invités qui s'expriment. Oui. Mais invités se taisent, et ce que je déplore, et que je déplore à longueur de chat, déplorons-le, Julie. Particulièrement calme et sage. Et pourtant, on a fait toute une matinée sur des sujets apparentés à cela, et nous allons continuer plusieurs journées encore. Et ça fera l'objet d'ailleurs de soutenance, tout ça. Bon, pour revenir un peu en arrière, effectivement, je vois aujourd'hui, moi, beaucoup de gens qui sont dans une situation d'anxiété généralisée par rapport à cette Covid-19 et qui ont tout simplement envie d'entendre et de lire. Parfois, ce sont des gens qui ont un bon niveau d'études, hein, par exemple, qui ont tout simplement envie d'entendre et de lire ce qu'ils ont envie d'entendre et de lire. Tout ça pour qu'ils puissent se calmer tranquillement. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'en fait, on s'aperçoit que les journalistes n'exercent plus un droit de suite. C'est terminé. On a aujourd'hui des plateaux télé avec des gens qui confondent, et là, ce que tu viens de dire, tout ça est très important, la médecine et la science. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Le médecin est un praticien, il a un angle de vue qui lui est particulier, et le scientifique, lui, pose des questions, comme vous le disiez, Stéphanie. Savoir poser une bonne question, c'est déjà effectivement créer un chemin de résolution. Et ça, en science, c'est important. Ce qu'on apprend aux scientifiques, c'est poser les bonnes questions, et vérifier que la question est posable, et éventuellement avancer d'un demi-millimètre pour faire avancer une cause et aller vers un objectif. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais enfin, sur la notion de droit de suite, il est quand même très important qu'on puisse continuer aujourd'hui à savoir ce qui s'est passé par rapport à l'hydroxychloroquine. On ne peut pas oublier ça demain. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça fonctionne? On ne le sait pas. Est-ce que ça ne fonctionne pas? On ne le sait pas. Et par ailleurs, c'est quand même un médicament que nous utilisons depuis une quarantaine d'années. Donc on ne peut pas continuer de cette façon-là. Donc, qui, pour l'instant, contre-influence d'une façon complètement négative tous ces sujets-là, on peut se poser une question, et c'est poser la question de la démocratie. Où se situe la démocratie dans ces affaires-là? J'aimerais faire un parallèle avec un autre domaine sur le temps. Par exemple, les archives, on les ouvre certaines qu'au bout de 50 ans, parce qu'il y a besoin de ce recul temporel. On est sur une limite quasiment humaine, en fait, parce que vous parlez de psychologie, et c'est vraiment un domaine où on peut faire le parallèle, par exemple, avec ça. Et autre chose, je pensais à la philosophie, puisque donc Toussaint Coppolani mentionnait le rapport à la réalité. Justement, je trouve que le rapport n'était pas forcément mentionné. Pour moi, c'est d'une évidence que chaque réalité est individuelle, mais en le disant, c'est du méta, c'est-à-dire, là, il faut presque faire de la philosophie. Et est-ce que, justement, on n'a pas un problème de défaillance, de déficience, de manque de philosophie dans nos cultures,
Parce que si on avait ce rapport comme ça, un peu philosophique, mais pour tout le monde, on n'oublierait pas que la réalité, c'est un sujet en philosophie, c'est une construction. Enfin, c'est un sujet en philosophie. Alors, je vais faire 2 ponts parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts par mon président. Le premier pont, c'est la question de très juste Florence qui soulève le problème de l'information avec Internet, des biais de confirmation des algorithmes et des biais de confirmation énormes qu'il crée, et donc cette impression de vivre dans ce qui est la réalité, mais qui est en fait une réalité un petit peu spécifique. Et d'autre part, la question que vous soulevez, Stéphanie, sur la philosophie fait le lien avec un webinaire qu'on voulait proposer sur les questions d'éthique, puisque Jean-Michel est spécialiste de ces questions-là, et pour moi, ça pourrait faire un pont aussi. Oui, et Stéphanie m'interpelle quand elle parle de réalité, et c'est le rapport entre la réalité et la temporalité. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où la fluidité de l'information est telle qu'en fait, à peine nous avons commencé à digérer une information qu'il y en a une autre qui arrive. Ces informations peuvent être de qualité, elles peuvent être aussi de qualité en qualité, carrément destructrices. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens n'ont pas de connaissances, mais ont des opinions. Et aujourd'hui, on voit que nous rentrons dans une culture de l'opinion. Je ne vois pas pourquoi ceci est dangereux. Je ne comprends pas pourquoi. Mais oui, mais si on ne comprend pas, si on ne voit pas, c'est que quelque part, peut-être, il faudrait que nous fassions preuve d'éducation et de formation. Sur cette affaire de la Covid-19, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de message d'éducation à la santé communautaire. On essaye de mettre en place un message qui d'ailleurs vous condamne parce que c'est de votre faute. Si aujourd'hui il y a 50 000 ou 100 000 contaminations par jour, alors que nous pourrions effectivement mettre en place des actions d'éducation à la santé, y compris télévisuelles, y compris sur les réseaux sociaux, qui soient tout à fait segmentées et qui permettent au plus grand nombre d'entendre quelque chose. Qui sait aujourd'hui comment la transmission du coronavirus se fait ? Où est-ce que cela a été expliqué d'une façon intelligente ? Si les seuls spots qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision, c'est très simple, c'est « vous avez fait une bise à votre grand-mère, c'est vous qui l'avez tuée ». C'est quand même dommage, on pourrait réagir autrement. Et là, nous sommes sur un sujet qui est un sujet d'intelligence économique, c'est celui de l'influence et de la contre-influence et de la valeur de l'information et comment elle est reçue, comment elle est acceptée par le plus grand nombre. Je mettrai un bémol sur le lien entre philosophie et éthique. Il existe, mais c'est presque dommage, parce que c'est pour ça que les gens n'y vont pas, je pense. Et là, on dévie un peu du sujet intelligence économique. Mais l'éthique fait partie intégrante des problématiques d'intelligence économique, mais par contre, il ne faut pas confondre éthique et déontologie et morale. C'est 3 sujets qui sont radicalement différents. Voilà.